retour sur ce plateau avec Ferdinand Haïté, Isidore Kouanou, tous du journal L'Alternative. On va parler dans cette troisième et dernière partie de l'autre journal du péage sur la route Arépé-Tablebo qui serait une zone de non-droit. Mais avant, on va revenir un peu sur la politique. Et Isidore, finalement, quand vous faites une lecture, vous constatez, vous observez ce qui se passe au sein de la classe politique de l'opposition qui s'autodétruit. Quelle image cette classe renvoie à la communauté internationale? Est-ce qu'on peut avoir confiance en cette classe politique? Vous pensez que la communauté internationale a le temps pour des gens qui ne sont pas conséquents avec eux-mêmes? Mais si la communauté internationale recherche l'alternance au pouvoir. Des gens, on leur dit de faire des choses, on les accompagne sur cette voie. Les gens décident de prendre une autre voie parce que cette voie qu'ils veulent prendre, c'est sur cette voie qu'il y a de l'argent à bouffer. Normalement, on ne s'occupe même pas plus de l'intérêt du peuple togolais. Aujourd'hui, les gens critiquent la CEDEAO, l'Union africaine, les facilitateurs du dialogue intertogolais. Mais tout ce que ces gens-là avaient proposé à notre opposition, aux leaders de l'opposition au moment du dialogue, est-ce que l'opposition, ces leaders-là ont pu respecter cela? On a vu des gens se sont déplacés, ils sont allés à Accra ici, voir le Ghanéen, Nana Akufo-Addo, quand cette histoire de l'opposition à la CENI s'est posée. Mais on a réussi, Ferdinand a dit ici la dernière fois, on a réussi à faire enlever le monsieur de l'UFC. Mais aller à la CENI, les gens ont encore reculé. Ils ont refusé d'y aller. Voilà, parce que là, s'ils sont là-bas, si les choses vont telles qu'elles doivent être, ce qui constitue leur gagne-pain, ce qui constitue leur ventre, ils ne verront pas ça. Donc aujourd'hui, quand on voit cette classe politique, quand on voit ces leaders de l'opposition, je pense qu'ils sont à l'image du pays même, bien à l'image du régime qui dirige ce pays. Et donc, la communauté internationale arrivée à un moment donné ne les prend plus au sérieux. Mais Ferdinand, est-ce que quand on parle du dialogue intertogolais, le dernier dialogue, est-ce que c'est la CEDEAO qui a été de mauvaise foi ou bien c'est l'opposition qui a manqué de faire son devoir? Je pense que les responsabilités sont situées à plusieurs niveaux. On parlait tout à l'heure de ce qu'on appelle la communauté internationale, qui est une notion très vague. Mais nous qui avons parfois la chance d'échanger un peu parfois ici avec quelques diplomates, on sait ce qu'ils pensent de notre opposition. Ils savent, on sait ce qu'ils pensent de tous ces leaders-là, on sait. Et quand vous sortez de discussion avec ces diplomates, vous savez immédiatement que ces gens-là, personne ne les considère. Et donc c'est c'est la position de leur pays, vous voyez, parce que les gens eux-mêmes ne se donnent pas les moyens de s'imposer, d'incarner une alternative crédible, si je peux parler ainsi. Parce que la situation du Togo est complexe. Les gens disent que oui, si Faure Gnassingbé a pu être président, tout le monde peut être président. C'est des histoires. Je suis désolé. Faure Gnassingbé, il n'est pas devenu président ex nihilo. Il était dans un système. Il a hérité de tout le système. Il a hérité de l'armée, des renseignements, des moyens, de l'argent, surtout de l'argent. Et tout le pays était là. Mais vous qui voulez remplacer un système cinquantenaire comme ça, vous devez montrer quand même que vous êtes prêts à être des hommes d'État. Mais pendant le dialogue, qu'est-ce qu'on a vu? Les gens se faisaient le coup bas. Ils allaient chez les chefs d'État, négocier des choses. On les a trouvés tellement légers par rapport à la situation togolaise. Et puis à un moment donné, on a commencé par les lâcher les uns après les autres. Donc moi je pense que cette classe politique-là, elle s'est infantilisée au fil du temps. Elle est devenue, je ne sais pas quoi dire, elle est devenue, je ne sais pas. Plus la lutte a pris du temps, plus cette classe politique est devenue... tous ces hommes politiques sont devenus des gens ordinaires. Vous ne les voyez pas vraiment dans la peau des hommes d'État prêts à prendre le pouvoir et à gouverner. Est-ce que c'est pourquoi ils n'inspirent plus confiance auprès de la communauté internationale? Mais attendez, qui va propulser quelqu'un au pouvoir en sachant que la personne n'a pas l'étoffe, n'a pas je ne sais pas, n'a pas les moyens de tenir un pays? Je ne sais pas si vous comprenez ce que je dis. Le problème de ce pays,
c'est d'abord l'armée. Il ne faut pas qu'on raconte des histoires. C'est l'armée. Et quelle est aujourd'hui l'étude que les opposants, toutes tendances confondues, ont fait sur l'armée togolaise? C'est quoi le nombre de militaires que nous avons? C'est quoi les casernes? C'est quoi les unités opérationnelles? C'est quoi la carrière de certains officiers? Comment est-ce que l'armée se comporte? Mais est-ce qu'ils ont ça? Mais vous avez, sur certains sujets, vous devez avoir une maîtrise absolue des faits, des éléments. Lorsque vous allez quelque part pour débattre, on sait que vous maîtrisez vraiment le pays. Vous savez déjà, si vous venez au pouvoir, quelles sont les réformes essentielles, qu'est-ce que vous allez faire? Mais si demain, quelqu'un prend le pouvoir et que la composante de l'armée, qui est le socle du régime uni depuis des années, n'adhère pas à ce pouvoir-là, si du jour au lendemain on sort les militaires parce que bon, on n'a pas payé les salaires le 25, ou bien on leur paye le 25, et vous venez pour les payer le 30, ils sortent, ils tirent en l'air. Vous n'avez aucun soutien, vous allez fuir, vous les laisser. On a vu ce qui s'est passé au temps de Kofi Bo. Donc je pense que quand vous jugez tous ces leaders-là, vous comprenez que vraiment on n'a pas de la chance avec cette classe politique. Et là où ils sont là, ils sont tous déjà candidats. Parce que chacun a déjà fait les calculs d'argent. Ils sont tous candidats, autant qu'ils sont. Ils sont tous candidats, je vous dis. Parce qu'ils vont dire, c'est les 2 tours, nous avons été candidats, et puis après, on va voir si on peut se rallier au 2e tour, alors qu'ils savent que personne ne ralliera l'autre. Et que Faye Gnassingbé ne leur permettra même pas d'aller un second tour. Il va faire ses magouilles au premier tour. Il va se donner 52% au premier tour, comme Macky Sall l'a fait au Sénégal. Les gens vont crier. Mais comme ils sont suffisamment divisés et que certains vont lorgner déjà le gouvernement d'union nationale après 2020, ils vont fermer les yeux en disant oui, nous on ne réagit pas, que bon, les élections sont passées, et puis bon voilà ça, en espérant que on va les appeler dans un futur gouvernement. Voilà ce qui nous arrive. L'éternel recommencement. Nous devons sortir de la naïveté. Nous devons sortir de cette chape de plomb qui pèse sur la population depuis des années, où les gens refusent de voir la réalité. Et nous devons les gens doivent prendre des initiatives pour tourner la page à cette opposition qui n'a pas apporté grand-chose, à part le fait que on passe tout le sang, se fait des querelles. Vous avez vu la polémique là? Elle ne va pas finir maintenant. Elle ne va pas finir. Elle va continuer et elle va faire voler en éclats toute chance de se mettre ensemble pour les prochaines élections. Tant bien même que moi, je ne crois pas que l'opposition peut faire quelque chose à ces élections. Du régime. Ils se battent entre eux, le régime est tranquille. La dernière fois, nous avons posé les problèmes ici. Le fichier électoral, vous allez aux élections dans 6 mois. Le cadre électoral, le fichier électoral, les questions de transparence, la Cour constitutionnelle. Personne ne dit rien dans l'opposition. Eux qui veulent aller aux élections, ce qui les intéresse, c'est des problèmes de cour commune, qui a insulté qui a dit à qui a négocié qui la nuit. Et leurs militants se font la guerre sur les réseaux sociaux en se décrétant les statuts de qui est opposant, qui n'est pas opposant, qui est blanc, qui est noir et tout ça. Voilà l'image de cette opposition. On va se transporter sur la route de Tablibo, mais là aussi c'est une route véritablement à lambeau. Mais il n'y a pas que ça. Il y a les coupeurs de route qui rend la vie difficile aux populations, aux commerçants, qu'est-ce qui se passe réellement au niveau du péage? Oui, je dirais qu'il nous arrive à l'alternative de prendre des initiatives un week-end, d'aller à l'intérieur du pays pour voir ce qui se passe. Surtout lorsque les gens en parlent beaucoup, on fait un saut. Ce week-end, nous nous sommes transportés à Tablibo pour voir ce qui se passe là-bas, parce que cette route, les gens en parlent, ça fait un moment. La route qui quitte Arepe vers Tablibo. Donc cette route est devenue un calvaire pour la population aujourd'hui. Non seulement la route est dans un état de délabrement avancé, mais aussi le poste de péage
qui étaient en construction. Là où, avant les élections, avant la présidentielle de 2015, on avait promis aux populations que cette route serait aménagée et que le pot de péage serait fonctionnel à partir de 2015. Ce n'était qu'une campagne. Une promesse électorale. Voilà, quand vous retournez à Tablibo, quand vous retournez voir ces pots de péage aujourd'hui, ça fait vraiment pitié. C'est devenu un nid de reptiles. Il y a des hautes herbes qui ont poussé et c'est là que se cachent les individus mal intentionnés, des malfrats, pour couper la route aux commerçants qui font le trajet à Hépé et Tablibo à Hépé, même en plein jour. Et les cas, les témoignages sont légion dans la région. Donc il y a ces individus. Parce que, arrivé à cet endroit de la route, il y a des nids de poules, des trous vraiment béats. Donc, les véhicules sont obligés de ralentir, d'aller très doucement. Donc, c'est en ce moment que les braqueurs surgissent de ces herbes pour arrêter ces véhicules et déposséder tous les occupants de leurs biens, de l'argent, tout ce qu'ils transportent sur eux. Et les gens étaient victimes de cela, continuent d'être victimes. Et ce qui est surprenant, ça se passe même le jour, mais en plein midi, en pleine journée comme ça, et personne ne dit rien. Les populations, ceux que nous avons rencontrés ce week-end à Tablibo, nous ont dit qu'ils ont plusieurs fois interpellé les autorités locales et la gendarmerie de la région, les commissariats de la région. Je vous raconte quelque chose. Il y a une dame que nous avons vue dans la ville qui vendait au bord de la route, au carrefour de Tablibo, un carrefour qui fait face au commissariat central de la ville. La nuit, à 20h, elle était fatiguée, elle voulait faire une petite somme devant son étalage. Et un individu, dans son sommeil, il a senti une charge sur sa tête. C'est un individu qui a pris une brique qui a laissé sur la tête de la dame. Et il a coupé, comment on appelle ça, son porte-monnaie, là où il y a sa sacoche. Et l'individu a pris toutes les recettes de la dame. En ce moment, la dame était couverte de sang. Ce sont les autres qui ont transporté la dame à l'hôpital. C'est elle-même qui fait des témoignages. Nous l'avons rencontrée parce qu'elle est revenue de l'hôpital. Et cela se passait devant un commissariat au carrefour de Tablibo. Donc voilà la situation que vivent les populations de Tablibo, d'Ahépé et de toute la région aujourd'hui à cause de cette route et de l'insécurité qui règne dans la région. Date depuis longtemps? Date depuis longtemps, parce qu'on a commencé par construire cette route depuis 2015, avant 2015 même, parce que c'était une promesse électorale. Et aujourd'hui, on est proche de 2020. Les gens vont encore revenir parce qu'il y a une tournée d'explications en vue. Les gens vont encore retourner sur cette population et vont leur dire quoi? Mais Ferdinand, mais pourquoi le système sécuritaire, les responsables en charge de la sécurité sont restés muets sur ce cas, comme si rien ne se passait? Je ne saurais l'expliquer. Moi, je suis à Lomé ici, je ne suis pas à Tablibo. Mais ce que je sais, c'est que l'insécurité dans cette zone devient de plus en plus inquiétante, grandissante. Et cette histoire de route inachevée au niveau des péages, comment est-ce que vous pouvez faire une route et vous abandonnez une portion en disant cette portion de la route est destinée à un péage. Et vous ne terminez pas le péage, vous disparaissez. Donc, il n'y a pas de goudron, il n'y a rien. Donc, les voitures arrivent à ce niveau-là, sur peut-être 1 kilomètre ou je ne sais pas, doivent rouler parce que c'est la latérite, il y a des nids de poules et tout ça. Et à côté, vous avez les bandits qui sont dans les forêts à côté et qui surgissent pour attaquer les gens. Ça, c'est de la responsabilité de l'État. Alors, quelle est l'entreprise qui a eu à faire cette route? Pourquoi elle a abandonné à ce niveau le péage? Est-ce que l'argent a disparu? Parce que généralement, c'est des faits de corruption. Est-ce que l'argent a disparu? Quand est-ce qu'ils vont faire vraiment le péage pour que la route soit uniforme? Voilà, c'est des questions qu'il faut se poser. Maintenant, pour le reste, la gendarmerie de Tablibo, le commissariat de Tablibo, ils font quoi
pour mettre hors d'état de nuire tous ces malfrats, tous ces bandits qui sévissent dans la région, qui dépouillent les commerçants, les populations, les bonnes femmes, lorsque les gens reviennent de marché. Il faut poser la question aux autorités et c'est à elles de donner des solutions. Nous sommes là pour donner l'alerte. Des gens nous ont informés, une équipe est allée à Tablibo pour faire le reportage. L'information sera dans l'alternative de demain. Maintenant, on verra la réaction des autorités qui ont la responsabilité d'assurer notre sécurité. Et il faut vraiment agir parce que les gens sont dépassés dans cette région. Vous vous rappelez de ce conseil de ministres qui a été tenu dans cette localité qui a été annoncé en pompe? Finalement, qu'est-ce que ça a donné? Oui, à l'époque, on connaît tous le but pour lequel ces conseils de ministres ont été délocalisés. C'est également une manière électoraliste c'est-à-dire de dire aux populations: voilà, nous sommes près de vous, nous connaissons vos problèmes, et dans peu de temps, nous allons venir résoudre les problèmes que vous avez dans cette région. Mais en allant, ils ont vu l'état de la route. Ils ont vu l'état de la route. Parce que nous avons montré même à l'alternative comment est-ce que là où les ministres ont attendu leur patron, le Fogna Singbe, comment est-ce que la terre, c'est rouge, il y a certains qui en ont les poussières plein le pied. Comment est-ce que Fogna Singbe lui-même, en voulant avoir ce bain de foule, s'est déplacé la poussière qu'il soulevait ce jour-là. Je pense que tout cela devrait les interpeller à repenser au développement de cette région. Parce que ce que nous avons constaté aussi le week-end dernier dans cette ville, les populations nous disaient que les individus qui font ces agents de sécurité dans la région, c'est ceux-là qui ont été libérés, c'est ces prisonniers qui ont été libérés récemment, parce que des gens arrivent à reconnaître certains parmi eux qui ont été libérés récemment. On dit aux gens, on dit à ce régime de libérer les prisonniers politiques, mais ce sont ceux qui volent des poulets, des portables, ou bien des chefs des moutons dans la maison des gens, ou bien ceux qui braquent les gens. Ce sont les braqueurs qu'on a libérés, qu'on a redéversés au sein de la population. Et voilà les résultats qu'on a aujourd'hui. Quand vous voyez le tribunal de Tablibo, je ne sais pas si ça remonte à l'époque de Mathusalem, l'ancien du tribunal, je ne sais pas, tout est couvert de poussière. À Tablibo, il n'y a qu'une seule route qui passe dans la ville, la route qui vient de Lomé, qui va vers Afagnan, c'est tout. Alors que c'est une zone minière, même à la lisière de la ville de Tablibo. Vous voyez Ouassem qui est en train d'extraire des tonnes et des tonnes de clinker tous les jours, quand on a cheminé au Ghana, à Sikakondi, non loin de Tokli, scan miné là-bas. Alors qu'est-ce qu'on fait? Ne serait-ce que, même avec le ciment, on peut mettre je ne veux pas dire du goudron, mais on peut faire des routes bétonnées à Tablibo avec du ciment, parce que c'est une zone d'exploitation minière, de cimenterie. Donc, et quand vous allez fouiller tout ça, vous verrez que les cartes de Tablibo, les gouvernants, chacun va prendre sa part auprès de ces industries minières, tout ça, les ministres et tout ça, et tout le monde se tait. Et cette ville présente l'image d'une localité vraiment, on dirait, qui vient de sortir d'une guerre. L'hôpital de Tablibo, c'est une catastrophe. Alors, et pourtant, avec l'exploitation minière, c'est une ville polluée. C'est l'une des villes les plus polluées du Togo parce que toute la poussière que l'extraction du clinker produit à côté de la ville est déversée dans la ville. Et donc les gens ont des maladies pulmonaires, des problèmes de dents, et un certain nombre de pathologies, alors que l'hôpital de Tablibo n'est pas équipé pour soigner ces pathologies. Il n'y a pas de radio, il n'y a pas de pneumologue, tout ça. Et même les femmes, pour accoucher, il faut aller à Afagnan. Et donc c'est une ville totalement sinistrée. Et voilà l'image que nos dirigeants offrent. Voilà l'image que nos localités présentent. Et des gens sont assis sur des richesses, mais ne profitent pas de ces richesses-là. Ils sont dans la pauvreté, dans l'extrême pauvreté.
Et c'est vraiment dommage. Mais la responsabilité incombe à tous les Togolais. Si les gens sont conscients qu'ils sont dans la pauvreté, si les gens sont conscients qu'ils sont exploités, si les gens sont conscients qu'ils sont assis sur des mines qui profitent à certaines personnes, il faut que ces gens-là prennent leurs responsabilités au moment où ils ont la capacité de se décider, c'est-à-dire les élections. Mais vous verrez, ils voteront majoritairement unis, on dira que unis à 90%. Merci. Mais cela ne va pas nous empêcher de souhaiter bonne rentrée à nos enfants, à nos petites sœurs, à nos petits frères. Oui, nous rappelons qu'aujourd'hui, c'est septembre, c'est la rentrée des classes. Nous enregistrons cette émission. Oui, c'est la rentrée des classes au Togo, à travers tout le territoire. Les élèves ont repris le chemin de l'école. Donc, nous ne pouvons que le souhaiter une très bonne rentrée. Quand bien même on sait que ça a été difficile pour les parents de pouvoir acheter les fournitures scolaires aux enfants. Il y en a aujourd'hui qui sont encore là, qui n'ont pas de cahier ni de bic pour aller à l'école. Leurs parents leur disent, bon, allez, commencez, on va au fur et à mesure, peu à peu, acheter les fournitures. Donc, on ne peut que souhaiter du courage à ces parents et bonne chance aux élèves qui font leur rentrée. Ferdinand, surtout qu'il n'y a pas de menace de grève. On espère, parce qu'il semble que le Premier ministre a reçu le syndicat des enseignants et qu'il y a eu des promesses qui se sont entendues. Mais moi, ce qui m'amène à me poser des questions sur cette rentrée, vous avez vu que à l'approche de la rentrée, les journaux, les presse écrite, audiovisuelle ont relayé des dizaines et des dizaines d'activités des ONG qui sont allés donner des cailloux aux gens un peu partout. Ça montre l'extrême pauvreté qui règne dans ce pays. Vous ne verrez pas ça à cette allure, à cette ampleur-là dans d'autres pays. On a le sentiment ou c'est un constat plutôt, qu'il n'y a que des nécessités au Togo. Il n'y a que des nécessités au Togo. Partout, surtout à la télévision, chaque soir, on dit oui, telle ONG est allée ici, donne des cahiers, telle est allée ici. Mais ça veut dire que les Togolais sont vraiment pauvres. Ça veut dire que les gens sont pauvres et ont de la peine même à préparer la rentrée de leurs enfants. On a eu ici un humanitaire qui nous a dit qu'il a distribué des kits jusqu'à 600 élèves. 600 élèves dans la périphérie de Lomé. Les gens sont allés partout à l'intérieur. Ça veut dire quoi? Que les populations sont tellement écrasés par la misère que les gens n'ont pas les moyens. Et donc ceux qui dépouillent le pays, certains, toujours pendant les vacances ou bien pendant l'arrivée de la rentrée, quelques miettes, ils achètent les cahiers pour aller distribuer aux gens. C'est ça qui est vraiment révoltant. Donc, c'est ça qui doit attirer notre attention. Il y a eu un tintamarre autour de ça, des ONG par-ci, des personnalités bienfaisantes par-là. Tout le monde est devenu presque nécessiteux dans le pays. Parce que quand vous voyez l'ampleur que ça prend, on se dit, mais les Togolais du sud au nord, de l'est à l'ouest, les gens n'ont plus les moyens même de préparer la rentrée de leurs enfants. Ça veut dire que les Togolais sont dans une extrême pauvreté. Donc ça doit attirer notre attention. Et nous ne pouvons que souhaiter une bonne rentrée. Elle a déjà eu lieu aujourd'hui, le 16, et que l'année se passe en toute tranquillité. Il faut éviter les grèves et tout ça. Donc, pour éviter tout ça, il faut que le gouvernement assume ses responsabilités vis-à-vis des enseignants, vis-à-vis du corps enseignant et tout ça. Il y a aussi la question des privés, les enseignants qui sont dans les privés, qui sont dans des situations difficiles. Ils ne sont pas souvent payés pendant les vacances, ils font du sémidjan et tout ça. Certains promoteurs d'écoles privées les exploitent. Il faut que le gouvernement essaie aussi de jeter un regard sur ces sujets-là pour que l'année se déroule en toute tranquillité, qu'on ait plus les élèves dans les classes que dans les rues en train de chercher leurs enseignants. Voilà ce que moi je peux dire. Merci à vous, merci à Isidore. Je rappelle que vous êtes le rédacteur en chef du journal Alternative. Merci d'être là. Merci Claire. Merci Ferdinand d'avoir répondu à notre invitation. On rappelle que vous êtes le patron du journal Alternative qui est dans le kiosque dans cette semaine. Merci à vous les internautes de nous avoir suivis. C'est la fin de cette émission. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour un autre numéro de l'autre journal.